Bonjour à tous, merci Samir de m'avoir appelé pour me proposer de parler. Au départ, je ne savais pas du tout ce que j'allais dire. Et puis, quand il m'a appelé, il m'a dit voilà, j'ai été interpellée par une histoire que tu as racontée lors d'une rencontre professionnelle. Et puis, nous avons échangé et de fil en aiguille, un propos s'est construit sur quelle voie, V-O-I-X, mais ça va changer, vous allez voir, je ne suis pas très bonne en orthographe, c'est mon avantage. Faut s'en servir. Quelle voix entendons-nous? Donc, je vais partager avec vous une réflexion de praticienne, parce que je suis masseur kinésithérapeute, maintenant cadre, mais je continue à faire du soin. Et puis, j'ai un docteur en sciences de l'éducation et de la formation qui me permet de temps en temps d'aller chercher un peu pour essayer d'éclairer ma pratique et de comprendre dans quoi je suis prise, parce que je fais plutôt de l'analyse institutionnelle. Donc, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue. Voilà, je travaillais en tant que masseur kinésithérapeute dans un hôpital pédiatrique depuis 1993. Et en hiver, ma principale activité, enfin la mienne et celle de mes collègues, en hiver, c'était la kinésithérapie respiratoire du nourrisson qui avait une bronchiolite. Alors, petit rappel, une bronchiolite, c'est la bronchiolite aiguë du nourrisson, c'est une infection virale contagieuse qui touche à peu près 480 000 enfants chaque hiver. Elle touche les bronchioles des nourrissons et se caractérise par un épisode de gêne respiratoire dont les signes sont une toux et une respiration rapide. Je fais simple. À l'époque, je voyais entre 20 et 30 enfants par jour pour faire de la kinésithérapie respiratoire. Donc c'est quand même, je ne faisais pas que ça. Mais c'était quand même important, sachant qu'on était à peu près 15 masseurs kinésithérapeutes dans cet hôpital, pour vous expliquer que l'épidémie, c'était vraiment quelque chose pour nous d'important, de conséquent, et qu'on travaillait énormément. On a eu des fois même droit à des heures sub, des fois, c'est pas mal. Et puis, en novembre 2019, patatras, l'HAS, la haute autorité en santé, parce qu'elle pourrait être basse, mais elle est haute, au cas où on oublie, a publié des recommandations sur la prise en charge de la bronchiolite. Donc, je vous lis ce qui est écrit. Alors, un petit extrait. Les thérapeutiques non médicamenteuses ne sont pas recommandées. De petits points, nébulisation de sérum salé hypertonique, désobstruction des voies aériennes supérieures. Pour ceux qui ne sont pas kinés, c'est un mouchage, nettoyer le nez. Kinésithérapie respiratoire de désencombrement bronchique. Donc ça, c'est non recommandé. L'augmentation du flux expiratoire, c'est une des techniques des kinés, n'est pas efficace dans la prise en charge des nourrissons hospitalisés, n'ayant pas fait la preuve de leur efficacité. L'HAS souligne la nécessité de poursuivre la recherche. Bon, ok. Dans les recommandations, il n'y a pas de mouchage du nez. Sachant qu'un enfant de moins de 3 mois respire que par le nez, là déjà pour moi, je ne comprends pas. C'est une ineptie, c'est incompréhensible. Mais bon, on ne m'a pas demandé mon avis, ils ont bien fait. La kinérespi non recommandée. Je suis une praticienne, aujourd'hui praticienne chercheuse. Bon, je suis prise dans mes implications. Et là, je m'interroge, mais après tout, si c'est pas prouvé, c'est pas prouvé. Enfin, c'est pas que c'est pas prouvé, c'est qu'ils n'ont pas montré d'efficacité, donc ils disent que c'est pas efficace. Ok. L'année d'après, c'est le Covid, pas de transmission, pas d'enfants avec la bronchiolite. Et l'année d'après, épidémie hivernale recommence et il y a beaucoup d'enfants qui arrivent, mais là, il n'y a pas de prescription. Plus de prescription. Les kinésithérapeutes de l'hôpital sont presque désœuvrés, ils ne comprennent pas, ils sont en colère, c'est une injustice. Alors qu'on est quand même efficace pour ces enfants, nous, on est efficace, on ne les guérit pas, mais on leur permet de mieux dormir, etc. Et donc là, à ce moment-là, je deviens la cadre du service, pas de bol. Et donc, ils se retournent vers moi en disant « Ah, il faut que tu ailles défendre la kinérespi, il faut que tu ailles voir les médecins et tout. » J'ai beau aller voir les médecins, c'est écrit, non recommandé, c'est écrit, non recommandé. Bon, d'accord. Et puis, en fait, on a vu beaucoup d'enfants, plus d'enfants que les années d'avant, aller en réanimation, qui avaient une bronchiolite, aller en réanimation. Dans les services, pas de prescription de kinérespi. En réanimation, là, les médecins prescrivaient. Donc, les parents ne comprenaient pas. Et parallèlement à ça, on a beaucoup de parents qui venaient pour leur 2e ou 3e enfant en disant « Nous, on veut de la kinérespi, notre enfant n'est pas bien, il ne dort pas bien, il ne mange pas bien, on sait ce que ça a fait aux autres, faites de la kinérespi. » Ben non, on ne peut pas. Il n'y a pas de preuve scientifique. Ah mais on s'en fout des preuves scientifiques. Nous, la preuve, on sait qu'avant, on ne dort pas, après, on dort. Pour nous, ça nous suffit comme preuve. Nous, on sait ce que ça a fait à nos enfants. Donc, on ne comprend pas. Bon.
Bon, là, l'expérience du patient, on s'en fiche un peu. Du kiné, alors, je peux comprendre, hein, je suis que ma sœur kinésithérapeute. Et puis surtout, il y a un médecin qui dit à une de mes collègues, la kinérespie, c'est interdit pour les enfants qui ont la bronchiolite. Donc là, je me dis quand même qu'au niveau français, je ne suis pas bonne, mais alors il y en a qui sont moins bons que moi, puisqu'on transforme un non recommandé en interdiction. Bon là, je n'ai pas dit, je dis à mes enfants, c'est pas recommandé de mettre les doigts dans la prise, c'est sûr que là c'est dangereux, parce qu'il va les mettre. Je lui dis c'est interdit. Bon voilà, du coup les choses passent, et puis moi je me pose une question, je me dis, bon allez, on va aller voir ce que c'est qu'une preuve de l'efficacité. Du coup j'ai regardé dans la littérature, et je cite, hein, une preuve, il n'est pas encombré ce bébé, donc je ne peux pas le faire, puis il n'est plus le droit maintenant. Une preuve scientifique est une information recueillie au moyen de méthodes scientifiques rigoureuses, méthodes scientifiques pas rigoureuses, pas moins, généralement basées sur les résultats de l'analyse statistique et de la qualité des témoins contre eux. Et là, mon côté un peu socio ressort, et je repense à Edgar Morin qui nous dit, pour connaître, il faut séparer, il faut simplifier, puis il faut relier et remettre dans le contexte. Et pour lui, les scientifiques aujourd'hui ont tendance à utiliser ce qu'il appelle le paradigme de simplification. Canguilhem nous en reparlera aussi, qui est fondé sur la réduction des objets de recherche et la disjonction des cultures des humanités et des cultures scientifiques. En fait, il dit que l'hypersimplification fait que chacun fait des trucs dans ses disciplines, mais à aucun moment on se mélange, à aucun moment on relie. Nous sommes quand même des êtres systémiques, et là on isole, et puis on sépare bien. Déjà, l'être humain, c'est complexe, et les situations qu'il vit le sont aussi. Donc pour penser à la complexité, Edgar Morin, il dit il faut une pensée complexe. C'est une pensée qui relie, qui ne découpe pas. C'est une pensée qui remet dans le contexte. Et cette hyper-simplification des fonctionnements, il dit que ça détruit les ensembles. Ça isole les objets de leur environnement. Et ça néglige, ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément, sur lequel j'ai travaillé, ça néglige le lien entre l'observateur et la chose observée. On en reparlera avec Canguilhem. Pour Edgar Morin, la méthodologie académique dominante qui découpe le savoir aboutit à faire croire que le découpage arbitraire opéré sur le réel, c'est le réel lui-même. Donc il faut bien faire la différence. Parce que ce qu'on va simplifier, ce n'est pas le réel, c'est une partie du réel, mais pas le réel. Donc, on a vu que les statistiques sont une méthode scientifique reconnue. Bon, je suis d'accord, c'est important les statistiques. Ça nous donne une tendance générale. Mais souvent, c'est le résultat de ces statistiques qui est pris comme une réalité, sans remettre ces résultats dans le contexte et sans les confronter à d'autres paramètres de la même situation et d'analyser les liens. Par exemple, je ne sais pas si certains se rappellent, il y a eu le scandale du lévothyrox en 2017. Donc en 2017, l'État demande à un laboratoire de modifier un médicament prescrit pour des troubles de la thyroïde, le lévothyrox. Donc, il y a des recherches statistiques qui ont été effectuées et montré que le changement d'excipient dans ce médicament ne changeait rien. Donc, je suis allée voir l'Agence nationale de sécurité du médicament, c'est des gens au sérieux quand même, plus que moi, et ils ont écrit, je cite, « La substance active reste identique. Ces modifications ne changent ni l'efficacité, ni le profil de tolérance du médicament. » Bon, là, pas de problème, on est sauvé. Juste une remarque quand même. Les statistiques, c'est quoi? C'est construit comment? Sur les statistiques, il y a une moyenne. Voilà. Et puis, il y a des écarts types. Puis, ces écarts types, on va les écarter plus ou moins avec une variable. Et puis, tout au bout, il y a des petites variables qui sont négligeables. Hier, je parlais avec une laborantine qui me dit « Oui, c'est négligeable ». Alors, elle l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est elle, je peux l'utiliser. C'est négligeable. Bien, ces variables négligeables, en fait, c'était des milliers de Français. Et dans ces milliers de Français, il y en a 44 000 qui ont décidé de porter plainte
pour des effets secondaires indésirables importants. Il y a une bataille juridique qui s'est engagée. Le médicament qui devait s'arrêter a repoussé. Il a repoussé jusqu'en 2025. Donc les statistiques, c'est intéressant, ça met en lumière ce qui est le plus probable. Mais il reste dans l'ombre les 0,00001%. 1% qu'on peut donc qualifier de négligeable, peut-être d'invisible. Et en fait, l'interprétation de ces statistiques, moi je trouve, écrase les minorités en les rendant imperceptibles. Alors, je suis retournée voir le BP, c'est quoi? Donc, comme tu l'as dit, le BP, ça désigne une prise de décision qui conjugue 3 piliers, les données probantes issues de la recherche scientifique, l'expertise clinique du praticien et les caractéristiques du patient. Donc ça, c'est quoi les caractéristiques du patient? Ses valeurs, sa situation, ses préférences et ses objectifs. Et c'est étonnant parce que c'est en 3e position. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis ça en premier, comme premier pilier, ou au milieu. Ils l'ont mis en 3e. Et dans le train, hier, je lisais un rapport que je vous conseille, qui est très rapide à lire, hein. Je l'ai lu très facilement. C'est un rapport de l'Académie nationale de médecine, des gens importants, qui ont fait ce rapport en mars, là, qui travaille sur comprendre la place de l'irrationalité dans le soin. C'est intéressant parce qu'ils parlent de l'EBM. Et ils disent, donc dans l'EBM, en fait, ils disent que l'expérience du clinicien et les souhaits du patient passent à la trappe. Alors, c'est pas marqué passe à la trappe, hein, c'est moi qui ai traduit ça, ça passe à la trappe. Et ils disent qu'en fait, que l'EBM a conduit à considérer presque exclusivement ce qui était conforté, et là je le lis, par une étude randomisée publiée dans une revue internationale à comité de lecture. Après, on peut parler des publications, hein, parce que des fois on paye pour des publications, des fois on ne paye pas. Enfin, c'est aussi intéressant de voir ces publications. Donc là, même eux, ils disent que le patient, il est en 3e position. Là, je suis contente d'avoir lu ça hier. Moi, je me suis dit, même si c'est que mon point de vue, je ne suis pas la seule. Donc en fait, travailler sur l'humain, c'est travailler avec des individualités changeantes dans un contexte lui-même mouvement. C'est ce qui en fait tout l'intérêt. Donc un être humain, c'est pas seulement un assemblage de muscles, d'os, de fluides, de ligaments. Un être humain, c'est pas seulement des variables biologiques. C'est aussi une culture, une pensée, des croyances, des valeurs et des émotions. Difficile, hein, de mettre ça en boîte. Il est plus facile de catégoriser ce qui semble normal, pas normal. Ça, c'est plus facile. Et justement, à propos de ce normal, pas normal, j'ai été relire Canguilhem. Alors Canguilhem, il est intéressant parce qu'il nous incite, et c'est très bien que je passe, parce que la personne qui aurait dû parler aurait parlé de Canguilhem, je pense que ça m'aurait tout foutu en l'air. Du coup, là, je vous donne envie d'écouter ce qu'il va dire. Canguilhem, il nous incite à réfléchir à cette normalité et à cette volonté de rationaliser l'être humain et ce qui lui arrive. Lui aussi, hein, il parle de caractère réductionniste des thèses qui réduisent le normal au plus fréquent. On parle encore de statistiques, hein, si vous l'aviez oublié. La rationalisation scientifique se cache derrière une volonté d'objectivité absolue, une pseudo-sécurité. Et ça, on le veut tous, moi aussi, je veux être en sécurité. Mais cette rationalisation nous vend une recherche idéale, avec un chercheur neutre. Je sors un peu du propos d'aujourd'hui, mais ça me questionne parce que je questionne le chercheur qui produit ces recherches scientifiques. Parce que lui ne se questionne pas. Quand ils font des recherches scientifiques, il ne se questionne pas. Mais de vrai, pourquoi est-ce qu'il choisit cet objet de recherche? Pourquoi est-ce qu'il choisit cette méthodologie-là? Pourquoi est-ce qu'il choisit cette revue-là et pas une autre dans laquelle il va publier? En fait, quelle est sa stratégie de carrière? Ça va influencer tout ça. On a Louraud qui, lui, nous parle de l'effet Goody. Il dit, quand on fait une recherche, on pense à la finalité. Pourquoi on fait une recherche? On fait une recherche, on a un sujet, on est intéressé, mais qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Eh bien, en fonction de dans quoi je vais écrire,
Alors, si je fais... Maintenant, il y a des gens qui font des thèses d'articles. Hein. Si je fais une thèse d'article, je ne vais pas du tout faire la même recherche, ni la même thèse, que si je fais une thèse autre. Parce que l'idée, ça va être de publier dans telle revue, dans telle revue. Donc, je vais aller voir les notes aux auteurs, je vais répondre à la commande. Et du coup, ma recherche, elle sera déjà déterminée par là où je vais écrire. Et les choix méthodaux vont se faire en fonction de ça, et etc., etc. Et donc, ça va agir sur les résultats. Soyons honnêtes. Mais ça, c'est caché. Bon, ils ont raison parce que ça fait mal à la tête de réfléchir à ça. Bon, ça, c'était une aparté. Mais si on reste sur la normalité, Canguilhem nous dit qu'en médecine, l'état normal désigne à la fois l'état naturel des organes et leur état idéal. Là, il y a deux notions. La notion de normalité confond dans la même définition deux sens. D'une part, il y a ce qui est le plus fréquent, mesurable, quantitativement. Et puis d'autre part, il y a ce qui est préférable, un idéal. Là, il y a une histoire de valeur. Difficile d'utiliser un terme comme ça, qui justement a deux pieds qui s'écartent. Donc en fait, la norme, ça serait en lien avec l'ordre. Et la pathologie, bah, c'est quoi? C'est une modification quantitative du normal. Et là, je m'interroge. Moi, je suis une petite taquine. Donc, on a un système immunitaire très fort. On est d'accord? Ceux qui ne sont pas d'accord lèvent la main ou se taisent à jamais. Bon, ça tombe bien. Très fort. Or, pourquoi il est très fort? Parce qu'il passe son temps à combattre des microbes. On est d'accord? S'il ne combat pas de microbes, il s'affaiblit. Donc, en fait, pour être normal, il faut quand même, à des moments, être malade. Pas des grosses maladies, hein, des petites maladies, quoi. Voilà, des petits trucs, voilà. Mais donc, du coup, est-ce que l'état malade, ça ne serait pas l'état normal? C'est-à-dire que pour être normal, c'est une courbe. On a des défenses immunitaires, on se défend contre une petite maladie, et du coup, les défenses immunitaires, du coup, elles sont de plus en plus fortes, et etc., etc. Et on est en bonne santé parce que de temps en temps, on a des petites maladies. C'est juste une aparté. Hein. Réfléchissez pas trop là-dessus, parce que j'ai d'autres exemples, hein, aussi, des petites cellules qui meurent tous les jours pour que d'autres arrivent. Enfin bon, voilà, changer. Donc en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que la vie comporte des variations qu'on confond souvent avec l'anomalie. Et ça, Canguilhem, il est passionnant là-dessus. L'anomalie, c'est ce qui n'est pas égal, d'accord? Ce qui n'est pas uni. Le concept normatif d'anormalité, il y a un R qui change, hein, c'est une histoire d'orthographe, j'ai jamais été bonne là-dessus, mais ce n'est pas conforme à la norme. La normalité, c'est par rapport à une fréquence, d'accord? Mais l'anomalie, c'est quoi en fait? Voilà, je suis perdue. L'anomalie, c'est quoi? C'est une étrangeté à l'égard de la norme, à l'égard du plus fréquent. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, quelque chose d'insolite, quelque chose d'inaccoutumé. Vous me suivez? Je vous ai perdu? Ben, c'est très bien. Restez dans le train. Du coup, être anormal, c'est un écart statistique par rapport à notre science. Mais ça ne veut pas dire pathologique. Hein. C'est-à-dire que bon nombre d'enfants, moi je vois bon nombre d'enfants qui ont un 6e doigt, ça n'entraîne rien. Ils n'ont pas mal, pas de douleur, ils vivent normalement. C'est ça une anomalie. Et alors, pour la petite histoire, Canguilhem, qui a beaucoup d'humour en fait, enfin, quand on le dit comme ça se voit pas. Hein, mais lui, il dit l'anomalie, c'est une innovation de la vie qui peut simplement signifier une forme d'évolution particulière du vivant. C'est-à-dire qu'au cours de notre évolution, il y a eu des anomalies qui sont devenues la normalité. Donc, vous voyez, c'est intéressant de réfléchir à l'anomalie et l'anormalité. Et j'ai un exemple, avant qu'ils me disent que mon temps imparti est terminé. Je cours après le temps, je pense que je suis à la fin. L'exemple des entendeurs de voix. Alors, c'est au Canada que j'ai entendu ça, là, chercheurs de Sherbrooke. J'adore, il faut aller au Canada, ils font plein de choses, ils innovent plein de choses, c'est passionnant. Et ça me perturbe toujours par rapport à mon quotidien de soins où je me suis dit, mais en fait, j'ai tort, quoi. Les Français me croient toujours qu'on a raison, mais en fait, non, j'ai tort quand je fais ça. L'exemple des entendeurs de voix est génial. Ça va nous aider à comprendre, à mettre en forme cette normalité et anomalité. Et surtout, ça donne la place au patient qui là, patiente plus, quoi. Il en a marre qu'on l'appelle patient. Donc, on est d'accord. Entendre des voix, si je vous dis « j'entends des voix », ça fait peur, hein. Il y en a plusieurs en plus. C'est identifié comme un symptôme
d'un trouble mental. En fait, si vous dites ça, les psychiatres disent que vous avez des hallucinations. Et donc, c'est pathologique. Dans les années 80 aux Pays-Bas, il y a une dame qui est diagnostiquée schizophrène, voilà, qui rencontre le docteur Romeu, avec 2 M. Et en fait, ce brave docteur, il se rend compte que tout ce qu'il a à disposition pour l'aider, ça ne marche pas. Et puis, il se rend compte que mettre le tampon diagnostic schizophrène, en fait, ça n'aide pas la dame, qu'il faudrait mieux qu'il travaille sur comment aider cette dame à vivre avec ses voix. Donc, il change de paradigme. Là, il n'est pas en train de dire, voilà ce qu'on me dit de faire, on va lui donner tel médicament A, B, C, ça ne marche pas, c'est pas grave, on va faire A, B, E. Non, il se dit, bon, alors ça ne marche pas, il faut innover, innovant. Juste, tout le monde parle d'innovation. C'est le moment. Donc, il décide de se dire, ok, elle entend des voix, c'est réel. Il n'est pas là pour juger. Elle les entend, donc c'est réel. Et il se dit, il faut qu'on trouve une façon de l'aider. Donc en fait, il décide d'aller rencontrer d'autres personnes comme elle. Elle décide de passer à la télé, dans une émission. Elle fait un appel, et puis il y a plus de 700 personnes qui répondent, dont 450 qui entendent des voix. Et du coup, ils décident, docteur Rome, je ne sais pas comment ça se prononce, mais Romeu, je trouve ça bien. Rome, c'est tout. C'était joli, Romeu. Bon, Rome, alors, décide donc de lui faire... il fabrique des questionnaires, répond à des questionnaires, je fais simple. Et là, qu'est-ce qu'il se rend compte? Mais il se rend compte qu'il y a un tiers des personnes qui entendent des voix, mais qui ne passent pas par la case psychiatrie. Ah, voilà, déjà, il est un peu perturbé. Et il décide du coup de travailler là-dessus. Et il se rend compte que ceux qui rencontrent des psychiatres, c'est ceux qui cherchent des soins, donc, c'est ceux qui ont des émotions négatives ou des difficultés cognitives ou des stratégies de coping peu adaptées ou qu'il y a eu une maltraitance dans l'enfance. Enfin, il y a des cas quand même, il y a des choses qui peuvent expliquer que chez certains, entendre des voix, c'est difficile à vivre, ils ont besoin d'aide, et d'autres, ils arrivent à vivre avec, quoi. Donc, il en déduit, Rome, que les voix, c'est pas en soi un signe de maladie mentale, mais pour lui, c'est une expérience humaine qui potentiellement est source de sens à condition d'être mise en relation avec son histoire de vie. Du coup, il ne réduit plus ces voix à un phénomène pathologique. Donc, ils vont créer des groupes, initier des créations de groupes, ils vont changer le nom, pas schizophrène, mais entendeur de voix. Et là, du coup, c'est beaucoup moins stigmatisant. Et ils ont bien fait, parce que du coup, il y a beaucoup plus de personnes qui ont répondu et qui participent à ces groupes. On ne parle pas d'halluciner. Et du coup, on reconnaît, il faut que j'arrête de dire du coup, mais on reconnaît justement leur spécificité. Ils vont essayer de travailler ensemble sur la compréhension des cadres de référence de ces entendeurs de voix, essayer de comprendre comment ça s'insère dans les expériences de vie de chacun, et puis faire un travail pour voir comment certains arrivent à vivre avec, tout en réduisant l'isolement puisqu'ils se rencontrent. Alors, les médicaments ne sont pas interdits, c'est un dispositif comme un autre, et s'ils veulent, ils peuvent prendre ces médicaments. Donc, ces groupes au Canada sont arrivés en France en 2011, et ça participe à un changement de perception de ces phénomènes. Alors, là, on peut dire que le patient, le médecin a bien accompagné son patient, et ils ont décidé de trouver une nouvelle voie, cette fois avec un E, et de vivre ça comme une anomalie et pas comme une anormalité. Alors, en réfléchissant bien, ça me fait penser un peu au combat des homosexuels qui sont passés de la case maladie mentale et ils sont sortis de cette case-là. Ils ont réussi aussi à faire entendre leur voix. Donc, pour conclure, c'est la fin. Donc là, je vois, ils sourient, ils sont contents. Je dirais qu'il est certain que nous essayons de nous entourer d'un maximum de certitudes. Mais comme dit Edgar Morin, vivre, c'est naviguer dans une mer d'incertitudes à travers des îlots et des archipels de certitudes sur lesquels on va se ravitailler. Bien sûr, il faut accepter les statistiques. Bien sûr que c'est une aide. Mais attention, ça ne résume pas l'être humain à une constante. Ça ne résume pas l'être humain à des résultats figés.
en tant que soignant, je pense qu'il est facile d'écouter, plus facile d'écouter la voix scientifique, ça rassure, mais bien sûr. Mais il faut aussi écouter nos voix, et puis celles des personnes qu'on accompagne pour être au plus près de leurs besoins. Et là, ça me fait penser encore au concept normal, qui comporte en fait ce concept des rapports de pouvoir et de domination. Et il y a 2 ans, j'étais à un colloque sur l'injustice épistémique, où là, la justice, j'ai découvert ce que c'était, parce que je ne savais pas ce que c'était. C'est lorsque on ne donne pas, enfin, on ne valorise pas, on n'écoute pas à sa juste place la parole de quelqu'un ou d'un groupe de personnes, souvent une minorité. Donc ces personnes subissent une injustice, car leur parole est niée, et puis on ne leur reconnaît pas leur capacité de connaître des choses ou de transmettre un savoir. Et du coup, quand on s'écarte de la norme qui est la plus fréquente, là je repars les statistiques, eh bien on n'est pas écouté. On est peut-être entendu, mais on n'est pas écouté. Et je finirai juste ces propos par 2 questions que je me pose souvent. C'est quelle voix VOIX est-ce que j'entends? Et quelle voix VOIES est-ce que je veux suivre? Je vous remercie de ne pas m'avoir arrêté avant. Donc voilà, merci pour cette intervention déjà. Pour ceux qui sont en ligne, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les proposer. Comme ça, je pourrais les exprimer parce qu'on ne va pas pouvoir vous entendre dans la salle d'ici. Moi, j'avais déjà une première question avant que tout le monde puisse se mettre en branle. Et puis si après, vous avez des questions en assistance, il n'y a pas de souci, j'en ferai part pour que ça puisse être entendu. J'ai envie de reprendre un petit terme d'actualité qui s'utilise souvent. Est-ce que finalement, dans ce que tu nous exprimes, le BP ou le BM gommerait pas un petit peu ce qu'on pourrait appeler une minorité silencieuse? C'est-à-dire ces personnes-là qui finalement, et jusqu'à quel point cette minorité, comme tu l'exprimais pour le médicament, finalement une minorité de 4000 personnes, ça ne devient plus 40 000 personnes, ça ne devient plus une telle minorité que ça. À la base, si je relis la définition, ça ne doit pas gommer. Si je relis le petit rapport, là, c'est des médecins, c'est pas moi qui ai écrit ça, pour vous dire que si on dit ensemble des bêtises, ça m'arrange. Eux-mêmes disent que le BM, c'est formidable, ça a une avancée. Mais que la dérive, c'est que le patient, en fait, il passe en dessous, la voix du praticien non plus, et que ce qui prime, ce sont les statistiques. Peut-être parce que ça nous rassure, et il y a une histoire de responsabilité quelque part. Hein. Moi, je pense que ça fait peur de dire, ben non, voilà, les statistiques disent ça, et je vais trouver quelque chose entre ce que disent les statistiques, qui me rassure, puis ça m'empêche de réfléchir aussi, et puis ce que voudrait le patient. Après, le Covid a changé beaucoup de choses, et c'est pour ça, c'est suite au Covid qu'ils se sont posés des questions, justement, sur les patients qui ne voulaient pas suivre ce que l'État disait, ce que les médecins disaient. Donc, ils sont reposés sur le sens. On ne se pose pas de questions sur le sens. Le problème des statistiques, c'est très bien. Moi, je suis pour les statistiques. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment redonner du sens aux choses et comprendre que c'est un chiffre qu'on interprète. Mais qui l'interprète? C'est un être humain qui l'interprète. Et c'est là où on oublie ce chercheur. Je l'ai effacé, j'avais mis à un autre endroit. Je me suis dit, c'est un peu lourdingue d'en parler 2 fois, mais ce chercheur, il n'y a aucun chercheur neutre. Enfin, il faut arrêter de nous vendre n'importe quoi. Mais c'est pas grave qu'il soit pas neutre. Enfin, c'est pas un problème, à condition qu'il en ait conscience. Je suis pas sûre qu'il en ait tous conscience. En ligne, on a une question. Où en est la prise en charge des bronchiolites? Merci. Ils ont trouvé normalement un vaccin. Donc, j'irai plus me battre. Mais il y a eu des médecins qui ont résisté et on a toujours peu de prescriptions. Après, on ait beaucoup ou pas beaucoup de prescriptions, peu m'importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le mieux pour les enfants. Je ne suis pas pour la kinérespie à tous les enfants qui ont une bronchiolite, non. Le mieux pour les enfants. Si le vaccin fonctionne, mais je suis ravie. À condition que tout le monde se fasse vacciner. Non, non, pas que tout le monde, à condition que ceux qui désirent le faire le fassent et que les autres fassent autrement. Ceux qui sortent des statistiques, peut-être, ce serait intéressant. Chacun prend ses responsabilités. Voilà. Mais par contre, il faut être en toute conscience. Il faut avoir les tenants et les aboutissants.